Olivier Merle, comme à Confesse. Alors, tu le veux comme ça, le clap. Comment tu le veux? Comme ça? Comme ça? Ça, c'est mieux. Voilà, clap. Je pense que oui, le rugby est une bonne école de la vie, mais ça ne concerne pas que le rugby, ça concerne tous les sports. Le sport en général est une bonne école de la vie pour chaque individu, que ce soit dans les sports individuels ou collectifs. Chaque individu apprend à se connaître, voilà, et à trouver sa place, je dirais plus facilement dans le collectif. Mais le rugby en particulier, un sport collectif, est peut-être le seul sport collectif de combat. Donc encore une meilleure peut-être école de la vie. Une école d'excellence, comme il en existe dans toutes les écoles, de toutes les formations de France et de Navarre, parce que c'est un sport de combat collectif. Donc, on apprend à se battre pour l'autre. L'autre se bat pour nous. Quand on a compris tout ça, ben on est paré pour la vie. Donc voilà, le rugby école de la vie, oui, mais c'est pas la vie. Après, pour la vie, il y a l'esprit rugby qui perdure et qui nous aide à avancer dans la vie. Voilà. L'explication, je sais pas, peut-être un footeux fatigué qui s'est assis sur le ballon un peu trop longtemps, et quand il s'est relevé, il a dit mais qu'est-ce que je vais faire de ce truc? Et puis ils ont commencé à se faire des passes, voilà comment est né le rugby. Voilà l'explication. Oui, c'est dur, mais dur dans le sens où il faut rester attentif, concentré, appliqué sur le rôle qu'on a à jouer à notre poste, dans l'ordre des priorités, pour que tout se déroule correctement, qu'il n'y ait pas de grains de sable dans la machine. Déjà ça c'est une attention de tous les instants qui est plus facile à dire, à expliquer qu'à faire. Voilà. Mais ça, c'est une chose. Après, il y a le physique, l'endurance, il y a les contacts, il y a la réadaptation permanente du placement en attaque, en défense, etc. Le jeu avec ballon, sans ballon, tout ça. Tout ça, c'est un lot. C'est pas qu'un mec qui court, qui prend la balle et qui donne. Il y a tout un, voilà, il y a tout un ensemble qu'il faut comprendre et qui demande énormément d'énergie. Donc, en ce sens-là, oui, c'est dur. Voilà. Après, les marrons, bon, ça c'est pour Noël, ça c'est c'est pour la fête. Je pense, oui, que j'étais quand même assez résistant. Le travail que j'ai pu faire avant d'intégrer le rugby en athlétisme, où je m'entraînais déjà tous les jours. Et à l'époque, quand j'ai intégré le rugby, on s'entraînait pas tous les jours, on s'entraînait peut-être 2-3 fois par semaine plus les matchs. Ce travail-là m'a permis d'acquérir une endurance. Après, encore une fois, c'est chaque individu est plus ou moins résistant, endurant. Bon, ben ça c'est chacun selon, mais ça reste un sport de combat. Donc voilà, personne n'est épargné, mais on rentre pas sur le terrain pour se battre ou pour filer des marrons. Ou quoi, c'est pas le but du jeu quand même. Voilà, ça c'est juste une solution de défense. Non, c'est pas de la peur, de la méfiance par rapport à de la méfiance. Peut-être par moment, par rapport à certains adversaires, certaines équipes, certains contextes très intenses. Oui, certainement. Après, peut-être de la peur au niveau de peut-être des blessures. Après un choc, en cours de match où on prend un pet, on a une douleur qu'on n'a jamais connue. Et on se demande ce qui se passe et on se dit oulala,
en quelques secondes, ça mouline là-haut, et on se dit, oula, ça y est, c'est terminé. Et puis, bon, en fin de compte, ça repart comme c'est venu, mais voilà, c'est des moments comme ça, de pic d'inquiétude qui peuvent arriver à ce niveau-là. Ému, certainement, parce que c'est une découverte. C'est une découverte, on entend parler des vestiaires, etc. Mais quand, pour la première fois, effectivement, on rentre dans un vestiaire, on trouve sa place, il y a la distribution des maillots, on voit la mécanique qui se met en place dans le vestiaire avant le match, avant le coup d'envoi, etc., les consignes qui sont données, répétées par l'entraîneur. J'avais déjà connu un peu l'ambiance quand j'étais plus jeune. Donc, c'est-à-dire que à l'âge de 13-14 ans, j'avais joué dans un petit club de campagne, le BAC, le Blanza Athletic Club. Et donc, j'avais quand même une petite idée de comment ça pouvait se dérouler. Donc j'ai retrouvé un petit peu tout ça, mais dans un autre lieu, avec une autre ambiance, un autre contexte, à une autre période. Et il y avait quand même ce lien sur la mécanique dans la préparation, où voilà, on regarde, chacun un petit peu se regarde, se jauge, essaye de voir comment est l'autre. Si l'autre est bien, bah moi je suis bien. Si je suis bien, il doit être bien aussi, etc. Et puis chacun se prépare. Après on se retrouve. C'est tout un rituel après qui se met en route. Je crois que ce sentiment-là, on le retrouve à chaque fois, même si on a l'habitude, même si on est rodé, on a de l'expérience, etc. Il y a toujours ce petit moment dans les vestiaires où on retrouve cette adrénaline là, collective qui est en train de se compacter avant d'exploser au coup d'envoi. Bon, ça c'est tout naturel parce que sur le terrain, on est ensemble et on finit de se motiver ensemble. On sait qu'on va aller au caramel, on va aller au charbon pour être les pourvoyeurs de ballons pour les trois quarts. Donc eux, ils le savent aussi, donc ils se font tout petits et voilà, et ils nous déroulent presque le tapis rouge pour rentrer sur le terrain. Voilà, et voilà. Ils essaieraient peut-être même de nous passer de la pommade et tout, mais on est méfiants nous à ce moment-là. Caresse de chat donne des puces, hein, donc ils le savent aussi, alors il faut attention. Non, mais voilà, c'est tout naturellement, ça se met en place comme ça, les avants, les trois quarts, parce que voilà, on a des combinaisons qui sont propres à chaque partie de l'équipe, les avants, les trois quarts, et voilà, on se les rappelle entre nous et on finit de se motiver sur les missions qu'on a chacun de notre côté, qui sont étroitement liées forcément, mais qui sont aussi différentes. Est-ce qu'ils sont cons, ces trois quarts, alors? Non, mais alors, si on fait de la numérologie, si on va par là, le plus intelligent de l'équipe, c'est le demi de mêlée. Et ça tombe bien, c'est celui qui a les clés du camion. Parce que si on prend le 10, ça fait 1, le 11, ça fait 2, le 12, ça fait 3, le 13, 4, et le 15, 6. Donc c'est équilibré, hein. Voilà, au niveau du QI. Se sentir, se toucher, c'est simplement je pense, naturellement pour être à l'unisson, pour que les énergies de tous se regroupent et soient bien senties, bien perçues par le groupe, et c'est rassurant. C'est rassurant de, voilà, avant d'aller sur le terrain, de savoir et de sentir, donc par cette énergie qui s'en dégage, au moment où on se met ensemble, que tout le monde est sur la même longueur d'onde et que voilà, chacun peut compter sur les autres. Oui, on le sent.
On le sent, parce que s'il y en a un qui est pas prêt, les autres sont prêts, et forcément, ça dénote. Et on le sent dans peut-être dans l'attitude, dans de la préparation, de sa préparation, voilà, le comportement, la tonicité qu'il peut avoir, le regard, tout ça, c'est un ensemble. Oui, ça se sent. Et bon, en général, ça dure pas longtemps, parce que s'il y en a un qui le sent, les autres le sentent aussi, et ils vont le réveiller tout de suite pour qu'il se remette à sa place, quoi. Voilà. Après, s'il peut pas, il peut pas, hein. Voilà. Ça montait progressivement. J'étais concentré, très attentif sur la posture des uns et des autres, sur leur motivation, etc. Très attentif à ça, parce qu'on rentre pas sur un terrain tout seul. Celui qui veut jouer à zéro ou qui est individuel dans une équipe de rugby, il jouera pas longtemps, hein. Donc on sait qu'on rentre ensemble. Donc moi je regardais, j'observais, j'essayais de ressentir un petit peu les uns et les autres dans quel état ils étaient. Et, ça finissait de me motiver dans le sens où ça me responsabilisait encore plus sur le rôle que j'avais à jouer, moi, à mon poste, pour que la mécanique ronronne correctement et que chacun joue son rôle à sa place, à son poste. J'étais pas nerveux, pas placide non plus, mais concentré, je sais pas comment dire. Oui, ça chambrait. Beaucoup, bon, je dirais normalement, quoi. Voilà, quand les mecs étaient un peu proches dans les combats, dans les regroupements, tout ça, bon, c'était, oui, ça se branchait un peu, mais tout ça s'est effacé petit à petit, avec l'évolution du jeu, l'évolution du rugby en général. Il y a plein de choses qui se sont transformées, qui se sont modifiées, qui se sont atténuées, améliorées. Et ça en fait partie. Ça n'existe plus aujourd'hui. Maintenant, les mecs qui se branchent sur le terrain, qui s'envoient des vannes, ou alors très très peu, mais bon, voilà. Ça dure quelques secondes. Mais ça existait, oui, ça existait. Ouais. C'était folklorique des fois. Oui, lui comme d'autres, hein. Mais sur le terrain, il était quand même assez discipliné, hein. Il parlait pas plus que ça, hein. Et bon, il avait la connerie avant et après. Ce petit grain de folie, propre à bon nombre de joueurs. Mais sur le terrain, c'est le propre d'un sportif de haut niveau, c'est de justement arriver à faire la part des choses et à rester sur son affaire pendant 80 minutes. Il faut savoir ramener justement chaque joueur à l'essentiel. Alors ça ressemble peut-être à des redites, à de la répétition, mais je pense aussi que c'est nécessaire pour que chacun se rassure et se focalise vraiment sur le rôle qu'il a à jouer à son poste. Donc c'est la qualité, c'est le discours, c'est cette capacité à comprendre chaque joueur individuellement, savoir comment il fonctionne, voilà, pour anticiper un petit peu le discours qu'on va lui transmettre, les exigences qu'on va pouvoir avoir vis-à-vis de lui, et voilà, et qui vont être encore différentes pour le collectif ou pour un autre, etc. Alors la qualité principale, c'est ça, c'est d'avoir assez de sensibilité pour détecter tout ça et aller sur le mental de chacun pour le booster encore plus, parce que bon, aujourd'hui, je veux dire, un entraîneur, il est plus tout seul, hein.
Il y a un mec qui s'occupe de la préparation physique, il y a le suivi médical, il y a un spécialiste des phases statiques, touche, mêlée, coup d'envoi, un spécialiste pour les buteurs, etc. Donc tout cet aspect-là que l'entraîneur avait à gérer tout seul avant, il en est soulagé. Donc il a plus ce souci de se demander si le gars à qui il parle tout de suite, là, maintenant, s'il est prêt ou s'il a envie. Il sait qu'il est prêt, il sait qu'il a envie. Il faut juste qu'il trouve les mots clés qui lui correspondent pour qu'il aille plus loin et que ça matche. Vaut mieux éviter. Et c'est pas arrivé souvent. Alors, c'est arrivé une fois, un match au plus haut niveau, au Parc des Princes. Tout le monde rigolait sauf moi. Parce que les deux abrutis de Cali et Rouge, Califano et Rougemont, c'est des déconneurs, c'était Ekel et Jekyll, vous savez, c'était les inséparables. La semaine j'explique un petit peu parce que c'est pas banal quand même. La semaine de préparation avant le match, donc le match du tournoi au Parc des Princes. On est au Château Ricard, on a un étage pour nous et on met nos vêtements dans le couloir pour qu'ils sèchent un peu, pour éviter de mettre tout ça dans les pioles. On essaye de voilà. Et notamment les crampons, donc les crampons fer, les crampons moulés, les baskets, etc. Voilà. Et eux, bien sûr, pour faire les cons, un soir, on a au dessert du repas des toutes petites bananes comme ça, là, créoles, ou je sais pas comment ça s'appelle, là. Et ces deux idiots, ils en remontent dans les pioles, et au passage, ils voient mes pompes, et ils trouvent rien de mieux qu'à faire que d'en glisser une, comme ça, dans la godasse. Les crampons, je précise. Parce que le lendemain, on fait le dernier entraînement avant de partir au vestiaire du parc pour le match. Bon, un match international, je rappelle, du tournoi, etc. Donc un enjeu quand même assez important. Et une préparation aussi intense. Mais pour ce dernier entraînement, je prends les crampons moulés. Je prends pas les fers. Donc là, vous suivez, hein, pour le moment. Où elle est, la banane? Elle est toujours à sa place. On finit l'entraînement, je ramasse tout, voilà. Lendemain, avant le départ, remise de maillot, et on part au stade. Et bien sûr, je me prépare, etc. Et au dernier moment, j'enfile les crampons. Et là, je vous laisse deviner ce qui se passe. Et là, je pousse une beuglante dans le vestiaire, mais alors tout le monde se cachait pour rigoler. Enfin bon, pas tous, il y en a qui rigolaient pas trop, mais voilà, c'est peut-être le seul souvenir de fou rire un peu exceptionnel qui me revient en mémoire. Bon, voilà, c'était marrant, quoi. Voilà. Après coup, hein, parce que sur le moment, ça n'était pas du tout. Hein. Voilà, sinon on rigole pas dans un vestiaire, on n'est pas là pour rigoler. C'est la passe parfaite. C'est une passe où la défense est fixée sur le premier porteur, où la vitesse est donnée, et la vitesse est conservée, et la passe est rapide, précise, où le joueur rentre dans le ballon, et ainsi de suite jusqu'à l'aile, comme ça. Voilà, c'est la passe. Le plus beau geste, c'est ça. Quand on arrive à réaliser ça, quand on arrive à faire ça, c'est parfait, et c'est toujours dangereux à la sortie. Voilà. Quand on fait des passes approximatives dans le dos, des biscuits ou des trucs, bon, ça peut fonctionner, hein, mais y a un risque. Voilà. Quand on fait des passes un peu derrière, on freine le mouvement, ou dans les chaussettes, ou un peu trop en avant, ou voilà. Ou quand c'est le joueur qui quand c'est la balle qui rentre dans le joueur et pas le joueur qui rentre dans le ballon, voilà, c'est différent aussi. Donc, pour moi, c'est ça, c'est la passe. Et il y a aussi
il y a aussi beaucoup de gestes techniques dans ce sport qui sont beaux. Voilà, il y a aussi le plaquage, la défense. Ça, c'est important aussi. Ah, le caramel, c'est pas une friandise, non, c'est sûr. Ouais. Ça peut coller aux dents, c'est ça? Non, c'est un bon caramel, ça veut dire quoi? Ça veut dire un geste parfaitement réalisé, où on est bien sur ses appuis, parce qu'il faut quand même aller chercher l'autre qui arrive plein fer. Donc c'est voilà, il y a quand même une posture à avoir et qui doit être bien faite. Ça s'invente pas, quoi. Hein. Et quand c'est bien fait, quand on arrive à choper l'attaquant, le stopper et le faire reculer, bon, bah ça c'est vraiment un geste technique et typiquement rugby qui rassure, qui plaît à tout le monde et qui rassure les coéquipiers, qui met l'équipe en avant. Voilà. Alors, on va pouvoir dire que la meilleure attaque, pour le coup, c'est la défense. L'arbitre, il fait partie du jeu, quoi. Voilà. Alors chaque arbitre a son dada. Hein. Il y en a qui sont plus focalisés sur les touches, d'autres sur les mêlées, d'autres sur les rucks, etc. Bon, voilà. Mais c'est pas facile du tout d'arbitrer. Hein. Moi, j'ai essayé aussi, pour des tournois, etc. Donc c'est que au niveau de tournois. Donc j'imagine au niveau international, etc. Bon, ceci dit, aujourd'hui, ils sont quand même bien épaulés, et heureusement, parce que c'est vrai que il y a des décisions quand même qui sont pas faciles à digérer quand elles sont fausses, quand elles sont erronées. Hein. Je pense notamment à la finale Grenoble-Castres en 93. Il y aurait eu la vidéo, on était champion de France. Voilà, donc c'est hyper important qu'aujourd'hui les arbitres soient assistés de la vidéo pour ces phases de jeu qui sont déterminantes et décisives dans le score. Ah bah forcément, quand tout le monde voit ce qui s'est passé sauf lui, là forcément on peut pas être on peut pas être content, quoi, c'est pas possible. On peut pas se satisfaire de ça. On peut pas se satisfaire d'une magnifique défaite. Ça n'existe pas, ça. Eh ben, on se maîtrise, on se contient, on apprend, on range son frein, parce que on est intelligent, mais on est aussi humain, et à des moments, quand ça va trop loin, quoi. Donc ça pourrait déraper facilement dans un moment comme ça, dans un contexte comme celui-ci. Voilà, encore une fois, hein, c'est pas du permanent, mais là, c'est quand même un peu, pour cet exemple, c'est un peu fort de café, comme dirait l'autre. Bah oui, l'arbitre a toujours raison. Hein. Même si les règles sont bien définies, bien décrites, noir sur blanc, dans le règlement, dans la règle du jeu, etc. Toutes les phases expliquées, détaillées, toutes les règles du jeu, la plupart se terminent en disant à l'appréciation de l'arbitre. Non, mais je reviens à ce que je disais au début, le rugby, c'est pas la vie. Après, il y a la vie. Le rugby et l'état d'esprit et tout ce qu'on a découvert sur nous, l'abnégation qu'il faut avoir, l'envie, la détermination, ça nous reste et ça nous aide pour la vie. Mais quand on arrête le rugby, à un moment donné, il faut arrêter parce que ça peut devenir dangereux, quoi. C'est quand même un sport destructeur, hein. Si on n'est pas prêt, si on n'a pas le mental, si on n'a pas le physique et l'endurance, la résistance. Donc à un moment donné, bon, faut être raisonnable. Alors
forcément qu'il y a des moments, quand on vit de près des matchs internationaux, et ben oui, il y a des trucs qui reviennent, qui remontent, des sensations, ça démange, on a les fourmis dans les pieds, dans les doigts, et voilà, on aurait envie de sauter par-dessus la barrière pour y aller, quoi. Voilà, on aurait envie d'y aller, participer. Ah non. Je crois que faut pas être superstitieux. Ça porte malheur. Si on retrouve une image, c'est un peu comme les comment ça s'appelle là, là où on met les chevaux, les box là, de départ de course de chevaux là. C'est un peu ça quoi. Voilà, on condense de l'énergie, de la puissance dans un espace confiné, et on ferme les portes, et puis d'un seul coup, on part. Voilà, c'est un peu l'image que j'en ai, quoi. Ça représente encore une fois un moment important dans la mise en place de la cohésion, quand on parle d'état d'esprit et qu'on se le partage, comme disait Coluche, les sportifs, l'état d'esprit, l'esprit d'équipe, comme il disait, il y a un esprit, ils se le partagent. Ben c'est ça, c'est la force d'un groupe, quoi. C'est d'arriver à se partager cet esprit d'équipe et de ne faire qu'un. Donc voilà, c'est le lieu dédié à ça, un vestiaire. Au début, oui, parce que justement, ce vestiaire était un lieu privé, je dirais, voilà, où on mettait tout en place pour se préparer, pour parler un petit peu des adversaires, pour se dire les choses, donc c'est un petit peu entre guillemets secret, un peu, voilà. Et le jour où les caméras sont entrées en vestiaire, c'est un petit peu déstabilisant, c'est un peu. Donc heureusement il venait à un certain moment, voilà. Après ça faisait partie du truc. Et maintenant on y est habitué, quoi. On sait qu'il y a les caméras dans les vestiaires, qu'il y a une loupe qui est faite sur l'équipe qui se prépare, ou sur les mi-temps, ou sur les fins de match, les discours, etc. On le sait. Ça fait partie du truc. Mais c'est vrai qu'au début c'était un peu perturbant, quoi. Donc on nous disait dans 5 minutes il y a la télé qui vient, ils veulent faire un film, alors restez concentrés, etc. Donc les mecs ils filmaient, mais ils filmaient des mecs 15 muets, quoi, qui étaient là, qui dansaient en crampons. T'avais juste le bruit des crampons sur le carrelage, c'est tout. C'était le début, quoi, de la télé dans les vestiaires. Il en faut pour tout dans la vie, mais si on reste sur l'anatomie, c'est une erreur de dire ça, parce qu'il y a quand même des féminines qui sont hyper fortes et performantes au rugby. Donc non, c'est une connerie de dire ça. C'est plus du courage. Pourquoi je sais pas. C'est ce que je renvoyais comme image, ce que je dégageais à l'époque, au moment de cette tournée, voilà, auprès d'eux, qui a fait que voilà, c'est sorti comme ça. Et comme c'est sorti à côté de la tribune de presse, et que les journalistes ont pas des oreilles en chou-fleur, c'est des oreilles en radar, ça leur a pas échappé, quoi. Voilà, donc c'est resté.